Oui, bonsoir Lucie. Bonsoir, tout le monde nous entend normalement. Je pense que tout le monde nous entend. Nous avons à l'heure actuelle 300 et ça augmente tout le monde à chaque seconde, 300 personnes connectées. Alors je pense que tout le monde nous entend. Est-ce que vous pouvez confirmer par message, s'il vous plaît, les personnes inscrites? Ok, très bien, merci beaucoup. Alors, nous allons donc commencer ce webinaire. Henri, je pense que donc tout le monde m'entend et tout le monde vous voit. Donc, c'est ce qu'on avait prévu. Donc, ce qu'on va peut-être commencer par faire, c'est un premier état des lieux sur vos convictions au sujet de la vaccination. Donc, je vous laisse la main. Tout à fait. Bon, d'abord, je voudrais saluer toutes les personnes qui sont présentes actuellement, plus celles qui vont rentrer dans ce webinaire que nous avons décidé de mettre en place à la suite des découvertes, je dirais, scientifiques récentes concernant en particulier le très grave problème de l'aluminium dans les vaccins. Alors, vous étiez, d'après ce qui m'a été dit, 2176 inscrits. Il faut savoir que ce webinaire sera visible après le webinaire par replay. Et je voudrais, dans un premier temps, saluer tous ceux qui nous écoutent, y compris, parce que je le sais, il y a des personnes qui sont totalement opposées à ce webinaire, qui sont là pour peut-être rechercher tout ce que nous pourrions dire qui pourrait être, je dirais, contesté, mais ce n'est pas grave, je salue ces personnes avec beaucoup de courtoisie, beaucoup de respect. Je rentre tout de suite dans ce dossier qui est un sujet majeur. Vous savez que je suis cancérologue, que je suis chirurgien et que j'ai beaucoup travaillé le problème des vaccins à la suite de deux événements importants. Le premier événement, c'est lorsque je me suis aperçu que on voulait vacciner des enfants en primaire, disons en CM2 ou en 6e, contre les papillomavirus. Et quand j'ai vu que le Haut Conseil à la Santé envisageait de généraliser cette vaccination, je m'y suis opposé très fermement en lançant d'ailleurs une pétition qui a été en quelques semaines signée par plus de 400 000 personnes et donc qui a permis, je dirais, certainement au Haut Conseil à la Santé et aux responsables de santé nationaux de reculer sur un tel sujet. Sachez qu'ils sont en train d'y revenir en passant par les garçons et ils disent oui, mais si on veut vacciner les garçons, il faudrait d'abord se rendre compte que les jeunes filles ne sont pas suffisamment vaccinées. Je suis toujours opposé à cette vaccination qui n'est pas sans danger, ne serait-ce, nous allons le voir, que parce que dans les deux vaccins, que ce soit l'un français ou l'autre américain, qui se font une concurrence effrénée, il faut savoir qu'il y a énormément d'argent là-dessous, eh bien, ces deux vaccins sont des vaccins qui contiennent de l'aluminium à des doses qui sont au-delà des doses toxiques. Nous y reviendrons. Donc, deuxième épisode, cela a été dans les années 2015-2016, lorsque j'ai appris que on ne trouvait plus la vaccination obligatoire selon la loi contre diphtérie, tétanos, polio. Ces trois maladies, je répète, diphtérie, tétanos, polio, pour lesquelles je suis toujours extrêmement favorable. Et donc, je ne suis pas, contrairement à ce qu'on a essayé de faire croire, que j'étais contre les vaccins. Mais vous savez, dans ce monde actuel, il suffit de dire qu'on est contre un élément de la vaccination ou contre deux éléments de la vaccination pour qu'immédiatement on vous fasse passer pour un anti-vaccin. Lorsque le Premier ministre a dit à l'Assemblée nationale, avec une voix de Premier ministre, dans le pays de Pasteur, évidemment, il répétait comme un perroquet ce qu'on lui avait dit, mais il n'était absolument pas au courant du sujet sur le plan scientifique et nous ne sommes pas là pour le lui reprocher. Ce qui est certain, c'est que la disparition de ce vaccin diphtérie, tétanos, polio est en réalité une véritable stratégie des laboratoires qui, d'une part, n'ont rien dit aux pharmaciens, lesquels pharmaciens soit n'étaient pas au courant, soit n'ont jamais rien à dit aux familles sur le sujet. Eh bien, c'était que à partir de 2015, de 2008, on arrêtait de fabriquer
le vaccin diphtérie, tétanos, polio, dans le seul but d'en préparer un autre qui serait plus important en nombre de maladies vaccins, si vous voulez, puisque on ajouterait la coqueluche, l'hémophilus influenzae B, qui est responsable de méningite chez des enfants qui sont en immunodépression, qui sont déjà assez fatigués, et enfin l'hépatite B. Et lorsque je me suis rendu compte qu'il y avait cette préparation d'une vaccination hexavalente à la place de la trivalente, à 3 valences, diphtérie, tétanos, polio, là aussi, j'ai lancé une autre pétition qui court toujours d'ailleurs et qui a été signée par plus de 1 140 000 familles qui ont parfaitement compris qu'il y avait là un problème extrêmement sérieux parce que la vaccination contre diphtérie, tétanos, polio, si elle est justifiée, ne justifie pas d'ajouter les autres maladies ou les autres vaccins contre la coqueluche, pourquoi pas, contre l'hémophilus influenzae B, ce n'est pas une certitude, et contre l'hépatite B, certainement pas. Alors, il y a eu depuis la loi du 30 décembre 2017. Et cette loi impose aux familles, pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2018, cette loi impose ce qu'on appelle les 11 vaccins. Alors, quels sont-ils? Vous avez d'abord les hexavalents. Hexavalents, ça veut dire qu'il y a 6 éléments, si vous voulez, vaccinaux, pour vacciner contre diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hémophilus influenzae et hépatite B sur des nourrissons de 2 mois selon le calendrier vaccinal, auquel il faut ajouter les 3 ROR, c'est-à-dire rougeole, oreillon, rubéole. Donc, vous voyez, nous sommes à 6 et 3, 9. Il en manque 2. Les 2 autres sont l'un contre le pneumocoque et le dernier, 11e, contre le méningocoque. Voilà. Là, vous avez le tableau actuel, les obligations, et on comprend le nombre d'inquiétudes de familles qui sont inquiètes sur ce sujet-là, parce que on leur dit, si vous ne réagissez pas d'une manière citoyenne, c'est-à-dire si vous n'êtes pas d'accord avec la loi, eh bien, vous risquez d'une part de ne pas pouvoir faire rentrer votre enfant à la crèche ou à l'école, et en même temps, vous pouvez être condamné à ceci ou à cela. Alors, ce qu'il faut maintenant savoir d'une manière extrêmement claire, nous avons envoyé avec un de mes collègues qui est un spécialiste en toxicologie, qui est un spécialiste de chimie thérapeutique, même s'il est à la retraite, il est toujours extrêmement actif. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait tout simplement les calculs de la quantité d'aluminium qui sont injectés par voie intramusculaire dans le corps d'un nourrisson de 2 mois. Alors, soyons très clairs, un nourrisson de 2 mois, il pèse au maximum 5 kilos. Bien. Donc, quelle est la dose que l'on va injecter par voie intramusculaire dans l'épaule ou dans la cuisse de cet enfant de 2 mois? Bien, cette dose, on le voit à partir du moment où on a la composition vaccinale, et je vais prendre la première dose, puisqu'il y a ensuite ce qu'on appelle les rappels. La première dose hexavalente, donc avec les 6 maladies que l'on veut éviter. Cette première dose contient, pour un laboratoire français ou pour un laboratoire américain, des doses de adjuvant aluminique. Je dis bien adjuvant. Adjuvant, ça veut dire un ajout d'aluminium qui sont des sels d'aluminium. Il y en a 2, il y a l'hydroxyde d'aluminium, il y a le phosphate d'aluminium. Bon, ce qui est certain, c'est que beaucoup de personnes se sont posées à très juste raison la question, pourquoi y a-t-il un adjuvant? Alors la réponse des laboratoires pharmaceutiques, la réponse d'un certain nombre d'experts est extrêmement simple, c'est que cet adjuvant est nécessaire pour stimuler le système immunitaire de ce bébé de 2 mois. Alors là-dessus vient une autre question. Quel est le système immunitaire de ce bébé? Il s'est construit pendant le temps de la grossesse, il se construit après la naissance, d'une part à partir du moment où l'enfant naît par la voie naturelle, et d'autre part, il se construit également à partir du moment où la maman décide librement d'allaiter son enfant.
Ce sont déjà deux éléments très positifs pour cet enfant. Et lorsqu'il est allaité, on peut dire que on peut surseoir aux vaccinations parce que si la maman est en bonne santé, évidemment le papa aussi, eh bien, par son lait, la maman transfère à son bébé des protecteurs immunitaires et aide à la construction de l'immunité de cet enfant. D'autant plus que les pédiatres le savent, même si certains me contestent sur le sujet, et ils le savent très bien, le système immunitaire d'un nourrisson, il faut 1000 jours pour qu'il soit mature après sa conception. Or, si vous calculez le temps après la conception, vous avez d'une part le temps de la grossesse, 270 jours, 9 mois idéalement, et vous ajoutez 2 années de 365 jours, et cela fait tout simplement 1000 jours. D'ailleurs, la loi, je le fais remarquer à tous ceux qui nous écoutent, était sage. Elle était sage en ce sens que la loi imposait la vaccination contre diphtérie, tétanos, polio avant 18 mois. Alors, on ne va pas chicaner 18 mois, 20 mois, 24 mois, c'est-à-dire à un moment où le système immunitaire de l'enfant était largement en place. Bon, donc ça, c'est une notion très importante à avoir. Et puis, quand vous étudiez, comme je l'ai fait, parce que j'ai dû rentrer dans le détail de ce problème des vaccinations, et en tant que cancérologue et chirurgien, le bistouri ne m'a jamais suffi. J'ai toujours beaucoup travaillé et il faut que vous sachiez que les nouveaux traitements du cancer sont des traitements liés à l'immunologie. Donc, on est obligé, en tant que cancérologue, de bien connaître l'immunologie, l'immunité. On parle d'ailleurs de l'onco-immunologie. Voilà, ça c'est un point qui est capital. Alors, il faut bien comprendre cette chose, c'est que les enfants, quand on regarde le calendrier vaccinal, on est passé de 12 mois à 14, de 18 mois à 14, de 14 à 12, de 12 à 8, etc. Et actuellement, on est descendu à 2 mois, avec en plus, je dirais, une certaine pression, je l'ai observé par les questions des mamans qui m'écrivent beaucoup, et des vaccinations pendant la grossesse. Par exemple, la vaccination contre la coqueluche pendant la grossesse, en faisant peur à la maman, d'une part, sur sa propre coqueluche, et d'autre part, sur la coqueluche de son bébé. Bon. Donc tout cela, c'est un point important pour montrer, si vous voulez, la pression des laboratoires pharmaceutiques qui est extrêmement puissante parce que il y a là, évidemment, un business extrêmement important avec, n'oublions pas, 820 000 enfants qui naissent chaque année. Vous imaginez tout ce que cela représente, même si l'État prend en partie le remboursement de ces vaccinations. Car n'oublions pas que quand l'État prend ces vaccinations en charge, c'est quand même la solidarité nationale, en réalité, qui prend en charge toutes ces dépenses. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas d'être contre les vaccins, il s'agit maintenant d'aller là où nous avons une véritable donnée scientifique. La voici. La quantité d'aluminium qui est présente sous forme d'hydroxyde d'aluminium ou sous forme de phosphate d'aluminium, eh bien, nous avons fait calculer par mon collègue, qui est extrêmement compétent dans le domaine parce que professeur de chimie thérapeutique, parce que toxicologue, parce qu'il a été expert auprès justement des autorités nationales pendant de très longues années, donc il connaît très bien le sujet. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a découvert tout simplement que la quantité d'aluminium métal qui est injectée par voie intramusculaire dans le corps de l'enfant, elle est au minimum, je dis bien, dès la première dose, 4 à 5 fois la dose toxique admissible selon les préconisations de la FDA. FDA, ça veut dire Food and Drug Administration aux États-Unis, et selon l'Organisation mondiale de la santé. Bien. Alors, quelle est la limite et comment a été calculée cette dose limite? C'est très facile à expliquer et je vous demande de me suivre, je vais aller pas à pas. On sait que l'aluminium n'a rien à faire dans le corps humain. Pourquoi? Parce qu'il est toxique. Il est toxique pour l'os, il est toxique pour les reins, il est toxique pour le foie, il est toxique pour le cerveau, il est toxique pour le système immunitaire. Ça, c'est une première notion
admise de tous. Maintenant, évidemment, on vous dira que l'aluminium, il vous faut, sans le savoir, vous en prenez avec de l'eau, par exemple, sur des tuyauteries aluminées, si vous voulez. On vous dira également que vous pouvez en prendre en grattant la casserole d'aluminium, mais à ce moment-là, vous le prenez par voie orale. Par voie orale, c'est-à-dire par voie digestive. Or, la quantité d'aluminium admissible par voie orale, elle est de 1 mg par kilogramme de poids et par jour pour un enfant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi c'est 1 mg par kilogramme de poids et par jour pour un enfant comme pour un adulte? Tout simplement parce que il y a un passage très petit, mais qui est réel, de l'aluminium qui passe la barrière digestive. Le mot barrière a bien sa signification, c'est une barrière. Mais comme toujours, une barrière, eh bien, ça peut être traversé. Et donc, on sait qu'il y a un risque de passage de l'aluminium qui est de l'ordre de 0,1 à 1% de la dose prise par voie digestive. Ça veut dire au maximum 1%, 0,1 à au maximum 1% de ce qui est pris par voie digestive. Ce qui veut dire que si je prends maintenant un bébé de 2 mois qui pèse 5 kilos, eh bien, il aurait le droit de recevoir tout simplement par voie orale 5 mg, n'est-ce pas, d'aluminium par voie orale. Pourquoi? Parce qu'il y aurait le danger d'un passage de 1% au travers de la barrière digestive. Or, ce 1% de 5 mg, si vous faites le calcul, c'est 0,05 mg d'aluminium métal. Alors, évidemment, l'hydroxyde d'aluminium ou le phosphate d'aluminium, pour les spécialistes qui nous écoutent, et je sais qu'il y en a, ça n'est pas l'aluminium métal. L'aluminium métal, pour calculer la quantité, car c'est lui qui est toxique au total, eh bien, ça se calcule par une simple règle de 3 que je ne vais pas vous faire subir maintenant, mais qui est fonction du poids atomique de l'aluminium et de la masse de l'hydroxyde et de la masse du phosphate. Donc, ces calculs ont été réalisés par mon collègue que je cite parce que il est un véritable expert international dans le domaine et il a fait vérifier tous ces calculs par d'autres collègues experts dans le domaine de l'aluminium. C'est le professeur Jean-Bernard Fourtillon qui le salue en ce moment parce que certainement il nous écoute. Donc, le résultat est simple. La dose d'aluminium métal qui est prise dès la première dose, je précise bien, dès la première dose de l'hexavalent, cette première dose, elle est déjà 4 à 5 fois supérieure à la dose toxique. Et j'ajouterai autre chose. Figurez-vous qu'il y a une publication qui sort au mois de juillet. Vous voyez, nous sommes au mois de juin, n'est-ce pas? Le 20 juin 2018. Et au mois de juillet, il y a une publication américaine faite par 2 collègues qui a été validée par les experts internationaux, ce qu'on appelle des reviewers. Et ces reviewers ont décidé que cette publication devait être diffusée sur le plan international. Et qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, elle dit que si l'on regarde simplement les vaccins qui sont destinés à lutter contre l'hépatite B, n'est-ce pas? Donc, les vaccins contre l'hépatite B, eh bien, la quantité d'aluminium dans ces vaccins, elle est de 7 à 17 fois la dose toxique. Voilà donc des preuves scientifiques. Et vous pouvez imaginer que mon problème personnel n'a aucune importance par rapport à la santé des enfants. Quel est mon problème personnel? Vous le savez pour certains d'entre vous. Je suis, Henri, effectivement, c'est une question que tout le monde, que beaucoup de personnes se sont posées. Oui. C'est où est-ce que vous en êtes Alors, concernant. je vous réponds tout de suite. Effectivement, voilà. Après, j'aurai d'autres questions après à poser. Hein, mais messieurs, dames, je vous entends, je vous lis. Je suis administratrice, donc je prends en note les questions qui reviennent souvent et je les poserai. Là, on est sur le sujet. Possible, enfin, en tout cas, les relations du professeur avec le Conseil de l'Ordre. Voilà. Alors, je vous donne aujourd'hui la réponse qui malheureusement n'est pas définitive parce que j'ai appris que ça serait, je pensais que ça serait demain le verdict, comme l'on dit,
après mon passage devant le Conseil national de l'ordre. On m'a dit que c'était la semaine prochaine, mais je ne sais ni le jour ni l'heure de la semaine prochaine. Bon, voilà, je pense que les membres du Conseil national de l'ordre qui m'ont écouté, peut-être certains d'entre eux sont en train de m'écouter, eux, ils savent, mais ils n'ont pas peut-être le droit de le dire. De toute façon, je ne sais pas si je serai radié ou pas radié. Je pense que je ne serai pas radié parce que je ne vois pas très bien sur quel élément je pourrais être radié, car je n'ai pas alarmé la population. J'ai été tout simplement un lanceur d'alerte qui a alerté les pouvoirs publics et le grand public, parce que quand les pouvoirs publics n'écoutent pas, la seule solution, c'est de passer par le grand public. Donc voilà la réponse sur ce sujet. Maintenant, Lucie, je suis à vous pour répondre aux questions qui nous seront posées. Oui, alors, nous avons donc effectivement eu plusieurs questions. Alors, par exemple, donc les questions qui reviennent souvent, c'est peut-on trouver encore le DTP sans aluminium? Donc là, ça va être la réponse va peut-être être La réponse est non. Je vais vous dire pourquoi. Quand même, il faut que vous compreniez pourquoi. Parce que effectivement, je reçois beaucoup de mails sur le sujet. La réponse est non. Pourquoi? Parce que le sujet n'est pas franco-français. Le sujet n'est même pas européen. Le sujet est mondial. Grosso modo, vous avez deux énormes laboratoires qui sont les fabricants des vaccins. L'un français s'appelle Sanofi Pasteur. L'autre américain s'appelle GSK. Et vous en avez un troisième qui s'appelle MSN, qui, je dirais, se situe entre les trois parce qu'il faut bien qu'il y ait de la concurrence et personnellement, ça ne me gêne pas qu'il y ait de la concurrence. Donc, le sujet est mondial parce que des enfants, il n'en est pas simplement 820 000 enfants chaque année, il en est tous les ans dans le monde entier. Donc, le sujet de la vaccination, et c'est logique, est un sujet mondial et il est normal que les laboratoires qui sont spécialisés dans le domaine de la vaccination, eh bien, puissent donner des solutions à tous les enfants, à tous les adultes, à toutes les personnes qui ont besoin d'être vaccinées. D'accord, donc nous ne pouvons plus trouver le DTP sans aluminium. Alors, très bien. Je vais vous dire, la dernière personne qui l'a trouvé, c'était il y a peut-être 2 mois, c'est une personne qui est allée à la PMI, et je pense que dans une PMI française, voyez, il devait rester un stock dans un frigidaire et ils ont dû en trouver 1 ou 2, mais depuis, je n'ai eu aucune personne qui m'ait averti qu'elle avait pu le trouver. D'accord. Alors, maintenant, une autre question. Existe-t-il des vaccins sans aluminium? Oui. Alors, tout à fait pertinente question. Le ROR, par exemple, qui est la vaccination contre 3 maladies, la rougeole, les oreillons et la rubéole, c'est un vaccin en unique piqûre, si vous voulez, donc trivalent, qui n'a pas d'aluminium. Mais attention, ce vaccin contient ce qu'on appelle des virus inactivés. Les oreillons, c'est un virus. La rougeole, c'est un virus. La rubéole, c'est un virus. Et donc, ce sont des virus inactivés. C'est pour cette raison qu'il faut toujours prévenir à la fois les médecins et les familles qu'on ne vaccine pas un enfant avec ROR s'il est fatigué, s'il est immunodéprimé. Donc, il faut attendre qu'il ait retrouvé un bon état de santé. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. D'autre part, il y a un élément qui est important à savoir, c'est que quand un enfant attrape la rougeole, comme ça nous est arrivé à tous ceux de ma génération, il n'y avait pas de vaccin à l'époque, la rougeole c'était la première maladie infantile, eh bien quand on attrapait la rougeole par son cousin, par son camarade de classe, eh bien on était vacciné à vie. Ça c'est important à savoir. Nous étions vaccinés à vie. Par contre, aujourd'hui on sait que la vaccination contre la rougeole avec la vaccination ROR vaccine pour 20 ans. Ça veut dire que l'enfant qui est vacciné à sa première année de vie, eh bien, à 21 ans, on va lui dire, écoutez, mon grand garçon, ma grande fille, il faut vous revacciner parce que vous n'avez plus les anticorps nécessaires à vous protéger et vous pouvez faire une rougeole d'adulte parce que vous n'avez pas fait une rougeole d'enfant et donc cette rougeole peut être grave si jamais vous êtes dans un état de dépression immunitaire qui est pas très bon. Voilà.
D'accord. Les vaccins contre la grippe également, vous en avez à peu près 9, aucun ne contient de l'aluminium. Et d'ailleurs, je fais remarquer que pour ceux qui regardent la télévision, lorsqu'il y a eu les publicités à la télé payées par le gouvernement ou par les laboratoires pharmaceutiques, chaque fois il était précisé ne contient pas d'aluminium. Vous voyez, ça aussi, ça démontre bien une chose, c'est que cet aluminium, on en faisait la publicité pour dire il n'est pas là. Je vais prendre un autre exemple. Les vaccins contre la leucose féline pour les animaux, en particulier pour les chats, eh bien, dans les années janvier à peu près 2015, l'aluminium a été supprimé de ces vaccins. Et on utilise comme élément publicitaire qu'il n'y a pas d'aluminium dans la plupart des vaccins vétérinaires du grand laboratoire Mérial. Mérial, c'est Mérieux animal ou Mérieux aluminium, comme vous voulez. D'accord, donc si je résume, le vaccin ROR ne contient pas d'aluminium, mais il doit être fait quand l'enfant est dans un bon état de santé et s'il a une bonne immunité. Oui. Et les vaccins contre la grippe ne contiennent pas non plus d'aluminium. Exactement. Tout à fait. C'est pour ça que je ne suis pas du tout opposé au vaccin ROR ou au vaccin contre la grippe, c'est clair. Mmh. D'accord. Alors, j'ai une question, sur l'aluminium en tant que tel. Je prends toutes les questions encore une fois, oui, messieurs, dames, nous répondrons au fur et à mesure, notamment sur les questions d'obligation, mais dans un premier temps, pas mal de personnes demandent à quoi sert l'aluminium. Alors, l'aluminium, c'est un stimulant d'immunité. C'est ce qu'on appelle, si vous voulez, un booster en anglais. C'est-à-dire que quand votre immunité est basse, parce que c'est un nourrisson qui n'a pas fini sa maturité immunitaire, si vous voulez, eh bien, il faut le stimuler. Donc, vous stimulez. Alors, c'est là que intervient, à mon avis, une notion extrêmement importante qui a été fortement dite par mon collègue, le professeur Montagnier, qui, je le rappelle, est un immunologue de très haut niveau. Il a eu le prix Nobel puisque c'est lui qui a découvert le virus du sida, n'est-ce pas? Eh bien, comme il l'a dit, il faut faire extrêmement attention parce que après des vaccinations contenant justement les adjuvants aluminiques, il y a eu des pépins graves, y compris des morts subites du nourrisson qui n'ont jamais été acceptés comme des éléments en cause, si vous voulez, liés à mort subite, liés au vaccin. Évidemment, les laboratoires ont dit mais non, c'est un pur hasard. Or, on sait que sur 100 enfants qui ont ce qu'on appelle une mort subite du nourrisson, dans 25% des cas officiellement, on ne connaît pas la cause. Mais quand il y a la vaccination qui a eu lieu la veille ou l'avant-veille ou le jour même, évidemment, on ne veut pas faire la relation. On dit, bah oui, c'est un hasard. Il y a une causalité de temporalité, mais une causalité de temporalité, excusez-moi, ça fait partie des causalités. Donc, l'aluminium, qu'est-ce qu'il crée? En stimulant le système immunitaire, il demande au système immunitaire, et en particulier à des cellules du système immunitaire qu'on appelle des lymphocytes, et il y a beaucoup de lymphocytes dans notre corps, il lui demande de fabriquer des anticorps. Or, les anticorps seront des anticorps, d'une part, un peu contre l'aluminium, si vous voulez, mais aussi des anticorps contre le virus que vous avez injecté, même s'il est atténué, ou alors ça peut être un élément d'une bactérie. Par exemple, la particule d'une bactérie quand il ne s'agit pas d'une vaccination antivirale. Vous voyez? Donc, faut bien comprendre que l'adjuvant aluminique, on nous dit d'abord, il est là utilisé depuis 90 ans. Ok, c'est pas totalement faux, c'est vrai, mais il n'a jamais été utilisé aux doses actuelles. Vous comprenez? Il était utilisé chez des enfants qui pesaient une dizaine de kilos déjà. Vous voyez, et pas chez des enfants qui pèsent 2 mois qui pèsent 5 kilos comme le demande la loi aujourd'hui et le calendrier vaccinal. Le calendrier vaccinal, c'est pas compliqué. Il faut le revoir de A à Z. Et là-dessus, nous nous battrons sans problème parce que nous voulons protéger les enfants. Il n'est plus question que nous acceptions l'aluminium dans les vaccins. Ça veut dire que les familles, à mon avis, ont un véritable devoir de refuser tout vaccin contenant de l'aluminium, doivent prévenir
les pharmaciens en leur disant quand vous aurez ces vaccins sans aluminium, vous me prévenez, je paierai ce qu'il y aura à payer, mais tant qu'il y a de l'aluminium, il n'est pas question que je fasse vacciner mon nourrisson. Alors, ça, beaucoup de parents essayent de le faire. Simplement, les questions qu'ils se posent, c'est comment faire quand mon enfant va être admis en crèche ou à l'école et qu'on me demande un certificat vaccinal. D'autant plus que pour beaucoup d'entre eux, les médecins les culpabilisent. Certains disent même que certains médecins apparemment disent même qu'ils vont les dénoncer. Alors, est-ce que c'est possible, ça aussi? Oui. Voilà, donc ce sont des questions qu'on nous pose. Comment faire pour rentrer à la crèche ou à l'école sans ce fameux certificat vaccinal? Alors, sont-ils en droit de l'exiger aussi? Oui. La première chose, je dirais qu'un enfant peut rentrer à la crèche sans être vacciné selon la loi. Il suffit d'aller regarder les documents officiels. C'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle Vaccin, comment s'y retrouver, parce que c'est une véritable forêt vierge. Et là-dedans, vous pouvez le voir en allant sur Internet à propos des obligations vaccinales. Vous pouvez faire rentrer votre petit à la crèche sans être vacciné et on vous dira que vous avez 3 mois pour le faire vacciner. Bon. Or, nous arrivons à un moment extrêmement important, c'est que nous avons envoyé, avec mon collègue dont j'ai parlé tout à l'heure, le professeur Fourtillon, une lettre au président de la République avec tous les éléments, absolument toutes les preuves concernant les dangers de l'aluminium dans les vaccins. C'est une lettre avec accusé de réception. Je pense qu'il y a en ce moment même des gens de l'Élysée, des conseillers du président qui nous regardent. Ils ont lu cette lettre, ils ont dû faire passer cette lettre à la ministre, de là aux conseillers de la ministre, et les laboratoires, à mon avis, doivent être assez embêtés sur le sujet. Pourquoi? Parce que nous ne nous laisserons pas faire, encore une fois, il s'agit des enfants. Donc, deuxième chose, le problème de l'école. C'est évident que la loi d'aujourd'hui telle qu'elle est, eh bien, il va falloir la modifier. Alors ça, c'est pas le rôle de 2 professeurs de médecine de modifier une loi. Ça va être l'ordre que va donner le président de la République, d'une part au ministère, ensuite aux députés, puisque pour défaire une loi, il faut passer par les députés, par les sénateurs. Ça peut prendre un peu de temps. Mais le président a parfaitement le droit de faire passer une information comme la ministre pour dire, écoutez, terminez, tous les vaccins qui contiennent de l'aluminium sont obsolètes, il n'est plus question de les utiliser, et s'il y a des stocks, eh ben les stocks seront à la charge des laboratoires pharmaceutiques. On n'est pas là pour épuiser les stocks de produits qui peuvent être toxiques, délétères pour les enfants. D'accord, donc en fait, ce qu'on apprend déjà, c'est que quand la crèche ou l'école nous demande un certificat vaccinal, nous avons 3 mois pour le produire également. Exactement. Et alors, ce que vous pouvez produire à ce moment-là, vous le trouverez sur mon site internet, c'est très facile. Et sur mon site internet, vous verrez qu'il s'appelle www.professeurjoyeux.com. Vous tirez la dernière lettre qui a été envoyée au président de la République, donc elle est totalement publique. Donc vous pouvez la fournir en disant, mais voilà, nous avons la preuve qu'il y a des éléments toxiques dans les vaccins avec l'aluminium. Donc voilà pourquoi nous ne sommes pas contre la vaccination. Nous sommes prêts à faire vacciner notre enfant contre rougeole, auréole, rubéole. Il n'y a pas de problème. Mais l'hexavalent, dont j'ai parlé tout à l'heure avec les comment ça s'appelle, pas les autres vaccins qui vont suivre, si vous voulez, eh ben, il n'en est pas question. C'est simple. Tout vaccin qui contient de l'aluminium, c'est non. D'accord. Alors, donc, une autre question qu'on nous pose. Donc, il y en a tellement qu'on a un petit peu du mal à arbitrer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si notre enfant a déjà été vacciné? Est-ce qu'il y a un moyen de le désintoxiquer de l'aluminium? Et ça vaut aussi pour les adultes, parce que j'ai vu qu'il y avait eu des questions. Alors ça, c'est une question importante. Nous avons des éléments de réponse qui sont relativement récents et qui concernent ce qu'on appelle la chélation. Je vous explique. Le mot chélation est un mot un peu compliqué, mais en 2 mots, ça voudrait dire quel est le produit qui peut capter
l'aluminium en excès dans le corps de l'enfant pour aider cet enfant à l'éliminer. L'élimination peut se faire par voie urinaire, peut se faire par l'intermédiaire du foie dans la voie biliaire, dans la bile, et par là dans le tube digestif. Donc, il y a des moyens d'élimination. Alors, quel est le meilleur produit chélateur? C'est le silicium. Alors, ce silicium, tout simplement, on le connaît maintenant sous une forme soluble. Ça s'appelle un silicium organique. Ça a pris un double nom, soit Siliplante. Vous tapez sur Internet Siliplante, S-I-L-I plante sans un E à la fin, et G5, ou bien le Siliplante, mais le mieux à mon avis c'est le Siliplante parce que c'est le plus concentré en silicium, et vous donnez à votre enfant, écoutez-moi bien, 1 millilitre par jour, 1 millilitre par jour pour un enfant de 1 an. Pour 2 ans, 2 millilitres. Pour 3 ans, 3 millilitres. Pour 4 ans, 4 millilitres. Pour 5 ans, etc. Alors, vous lui donnez ça dans son biberon, vous lui donnez ça à la cuillère, comme vous voulez. C'est absolument sans danger. Ça n'a pas du tout un mauvais goût. Je l'ai personnellement expérimenté, y compris avec des petits-enfants, et ça se fait très bien. Alors, par contre, ce que je ne peux pas vous dire, c'est de quelle façon, ce que je peux pas vous dire, c'est, parce qu'on ne sait pas encore, quelle est la quantité d'aluminium qu'on va pouvoir éliminer. Est-ce qu'on va éliminer tout ou partie ou une partie de cet aluminium? Ce qui est sûr, c'est que c'est certainement le meilleur produit chélateur capable de capter l'aluminium pour aider l'enfant à l'éliminer. Alors, les questions qu'on pose à ce moment-là, c'est sur combien de jours, donc c'est notamment Virginie et Muriel qui posaient cette question, sur combien de jours doit-on poursuivre un traitement silicium si notre enfant a été vacciné? Voilà une excellente question. Moi, je dirais, si l'enfant a été vacciné à l'âge de 2 mois, comme c'est prévu, je lui donnerai son millilitre tous les jours, peut-être jusqu'à l'arrivée de son système immunitaire mature, c'est-à-dire jusqu'à ses 2 ans, puisque comme maintenant, commençons par le faire pendant 6 mois, puis ensuite peut-être un petit peu plus. Voilà. Mais là encore, c'est un petit peu empirique ce que je vous dis. Je n'ai pas une preuve formelle pour vous le dire, mais le conseil que je donnerai, c'est aller jusqu'à ce que le système immunitaire de votre bébé soit mature, c'est-à-dire grosso modo l'âge de 2 ans. D'accord. C'est vrai que on a on a des questions au niveau toujours de cette obligation vaccinale. Alors déjà, est-ce qu'on peut on a parlé un petit peu de l'allaitement. J'ai une question qui est si l'enfant n'est pas allaité, doit-on le vacciner avec le vaccin tel qu'il est actuel? D'accord. Alors, concernant le problème de l'allaitement maternel, je dirais, c'est pas parce que l'enfant n'est pas allaité qu'il faut le vacciner plus vite. Ça, c'est une première chose. Bon. La deuxième chose, il faut savoir que une maman, par exemple, ça m'est arrivé dans certains cas, qui a décidé de pas allaiter son enfant et qui, au 2e ou au 3e mois, se dit, tiens, après tout, j'ai compris combien c'est important. Eh bien, si elle remet cet enfant au sein au 3e mois après la naissance de cet enfant, le lait va parfaitement revenir en mettant l'enfant au sein. Il va tirer, il a 3 mois si vous voulez, il va tirer sur le mamelon de sa maman et en tirant sur les mamelons de sa maman, il va déclencher la sécrétion de prolactine et le lait va venir. Donc, il y a déjà cette notion importante à voir. Maintenant, la femme peut avoir totalement décidé, c'est sa liberté, de ne pas vouloir du tout allaiter. Pas de problème. Mais ce n'est pas une raison, si l'enfant est en bonne santé, pour se précipiter, voyez, à le vacciner. Si vous aviez le DTP sans aluminium, je dirais, vous pouvez le faire. Si vous aviez l'hexavalent sans aluminium, vous pourriez le faire. On sait que à la place de l'aluminium, il y a un autre booster d'immunité. On le connaît. Il s'appelle le phosphate de calcium. Mais alors, évidemment, le gros problème, vous me poserez la question, c'est évident. Pourquoi on n'a pas mis du phosphate de calcium qui est sans danger plutôt que de l'aluminium? Réponse, c'est très simple, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher. Donc, vous avez compris que tout simplement cet aluminium qui est présent
il n'a rien à faire dans notre corps. Et si les laboratoires pharmaceutiques ont cru qu'ils allaient pouvoir tout simplement endormir les familles, les pouvoirs publics et je ne sais quel responsable de santé publique, eh bien sachez que moi, ils ne m'ont pas endormi et que je suis heureux d'être au service des enfants et des familles, quels que soient les risques pour moi avec le problème du Conseil de l'ordre. Voilà, ça c'est extrêmement important pour moi. Donc, je répète que la maman qui décide de ne pas allaiter son enfant, bon, ben, très bien. Mais si cet enfant est en bonne santé, si cet enfant, tout simplement, n'a pas de problème, je dirais, de santé, il n'y a pas de raison de se presser pour le vacciner. D'ailleurs, je fais remarquer aussi que si cet enfant non vacciné rentre dans une crèche où tous les enfants sont vaccinés, comment les enfants vaccinés peuvent-ils attraper une maladie de celui qui n'est pas vacciné? Alors vous me direz, mais ça, c'est pas très honnête de dire ça, parce que vous comprenez, au fond, il y a une famille qui ne joue pas le jeu par rapport aux autres familles, etc., etc. Non, mais il y a des enfants qui n'ont pas besoin d'être vaccinés quand ils ont beaucoup d'allergies. Quand la maman est une maman eczémateuse, a des maladies immunologiques, ça peut arriver. Elle peut avoir un enfant qui lui-même a de l'eczéma. Or, un enfant eczémateux, un enfant asthmatique, un enfant qui est porteur de maladies auto-immunes ou de maladies de son immunité, est un enfant fragile et parfois, eh bien, il vaut mieux l'aider à reconstruire son immunité par une alimentation de qualité plutôt que d'essayer de lui imposer un vaccin qui peut créer chez lui des réactions immunitaires graves. C'est ce qui s'appelle les cytokines. Alors, qu'est-ce que sont les cytokines? Ce sont des protéines fabriquées par des cellules du système immunitaire qui donnent, si vous voulez, une sorte de tempête dans le corps de cet enfant qui se traduit par de la fièvre, qui se traduit par des troubles qui peuvent aller vers des troubles psychologiques, vers des troubles neurologiques. Alors, c'est rare, mais ça existe et on ne peut pas ne pas en tenir compte. Les pédiatres le savent, mais les pédiatres, comme les médecins, je pense que on leur a tellement fait peur avec cette vaccination obligatoire qu'ils se disent, si je ne fais pas le boulot, si je ne vaccine pas comme la loi me le dit, eh bien, je risque d'avoir des problèmes avec le Conseil de l'ordre et à ce moment-là, avoir des difficultés à faire mon métier. Et là-dessus, je dois dire que le Conseil de l'ordre, je le trouve beaucoup trop dépendant des laboratoires pharmaceutiques. Je n'ai pas vu d'expert au Conseil de l'ordre qui ait pu, je dirais, travailler dans le détail d'une manière aussi importante que je l'ai fait avec certains de mes collègues étrangers, le professeur Romain Gérardi, avec le professeur Exley à Londres, avec des collègues qui sont en Italie, qui sont en Espagne, avec d'autres collègues français, donc qui connaissent le sujet encore mieux que moi, parce que ce sont des spécialistes de l'aluminium. Voilà, c'est tout. Et donc là-dessus, je resterai intraitable et je regrette que le Conseil de l'ordre, plutôt que de me poursuivre, ne m'ait pas demandé de m'expliquer auprès de tout simplement de mes collègues à Paris pour leur expliquer les choses. Et à ce moment-là, je pense qu'ils auraient compris parce qu'ils ont tous les neurones nécessaires pour cela. Alors, moi aussi, donc, enfin, en tant qu'administratrice, je suis jeune maman et mon enfant est en micro-crèche et la directrice de la crèche m'a dit, très bien, si vous ne voulez pas le vacciner, eh bien, faites-moi faire un certificat de contre-indication. Cela signifie que ce certificat de contre-indication, il est possible, on peut l'obtenir. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les cas où on peut demander à son médecin un certificat de contre-indication? Voilà, très bien. Écoutez, première chose, l'enfant a déjà eu, par exemple, une première vaccination et il a eu une réaction extrêmement importante, fébrilité, troubles neurologiques, troubles de la mobilité, parce qu'à cet âge-là, il ne marche pas. Bon, donc là, aucun médecin va accepter de vacciner, donc c'est une contre-indication. Je dirais, il y a aussi la possibilité que la maman elle-même
soit allergique ou que le papa soit allergique, qu'il y ait, je dirais, une sorte de génétique allergique dans la famille. Donc là, le médecin a parfaitement le droit de faire un certificat de contre-indication. Par contre, je ne serai pas pour faire des faux certificats, soyons clairs. Hein. Il faut que le papa et la maman expliquent au pédiatre, expliquent au médecin quels ont été les troubles qu'ils ont observés chez cet enfant, que ce soit en prenant un aliment de telle ou telle quantité ou de telle nature, ou en recevant tel ou tel médicament, par exemple, j'en sais rien, un antibiotique que l'enfant aurait reçu parce qu'il a fait une grosse angine et il a fait une réaction très importante, ou bien un enfant qui a été piqué par une abeille et qui a fait une réaction allergique très importante sur sa main, sur son petit corps, sur son visage ou ailleurs. Donc ça traduit un enfant qui est allergique fortement. Et donc, si je suis le médecin, je vais exprimer cela et cela fera une contre-indication. Alors, évidemment, vous comprenez, à la crèche comme à l'école, les gens ont besoin de se couvrir. Bon, donc, ils ont besoin de ce certificat et je remercie beaucoup les personnes qui ont posé cette question pour les aider à, je dirais, trouver les meilleures solutions pour leur enfant. Alors, nous avons beaucoup de demandes de listes de médecins qui seraient d'accord avec nous, éventuellement même de listes d'avocats qui pourraient nous défendre ou défendre les parents qui choisiraient de ne pas vacciner leur enfant malgré la loi. Donc, sur ce sujet, je ne sais pas si nous pouvons répondre, professeur. Moi, je répondrai très simplement. Le président de la République est averti. Les médias sont avertis. Les médias n'ont absolument rien dit. Et je sais pourquoi, et je vais vous le dire. Ils n'ont rien dit alors qu'ils ont tous les documents, que ce soit Le Monde, Le Figaro, La Croix, Libération, Mediapart. Tous les journaux quotidiens ou hebdomadaires savent. Mais ils attendent le résultat du Conseil de l'Ordre me concernant. Voilà. Je pense que c'est cela. Parce que le Conseil de l'Ordre, nous savons que le Conseil de l'Ordre national est harcelé par les journalistes pour savoir si oui ou non je suis radié. Et vous savez, si je ne suis pas radié, ça sera écrit en tout petit dans la presse. Il faudra une loupe pour le voir. Et si je suis radié, vous en aurez des pages entières. Bon. Mais je précise que si jamais je suis radié, je continuerai à me battre pour les enfants et j'irai jusqu'au Conseil d'État, j'irai jusqu'en Cour de cassation. Moi, je crois qu'aujourd'hui, avec les éléments que nous avons donnés, que le président de la République a entre les mains, il ne peut pas laisser faire des vaccinations contenant l'adjuvant aluminique. Ça veut dire que la loi est totalement à revoir, que le calendrier vaccinal est à revoir. Et ça, à mon avis, ça va se faire dans les semaines ou dans les mois qui viennent. D'accord. Nous avons aussi patience. Nous avons aussi beaucoup de questions justement au sujet de ce calendrier vaccinal. On nous demande s'il y a des différences entre les pays, notamment européens. On sait que l'Italie est en train de modifier cela. Alors, oui. La question c'est, y a-t-il des différences donc avec les pays, les autres pays, et notamment européens? Et la deuxième, c'est, dans ce cas, est-ce qu'on pourra aller faire vacciner notre enfant ailleurs? Est-ce que c'est valable pour la France? Oui, mais alors là, le problème, si vous voulez, d'abord, vous avez tout à fait raison, c'est pas pareil dans tous les pays européens. Donc ça, c'est déjà une chose importante, mais il faut que vous compreniez bien une chose, c'est que les laboratoires pharmaceutiques, ils sont très malins, ils savent que la France, c'est le pays des droits de l'homme et du citoyen, et que si la loi passe en France et qu'elle est bien acceptée, elle passera dans tous les autres pays européens et dans les autres pays du monde. Ça, c'est une stratégie très intelligente de marketing. Bon. La deuxième chose, c'est que si vous allez en Allemagne, vous avez des vaccinations qui sont imposées pour entrer à l'école ou à la crèche, mais ce ne sont pas les 11 vaccinations. Si vous allez en Belgique, je pense qu'en Belgique, je l'ai écrit dans le livre et dans une de mes lettres que vous trouverez sur mon site internet, en Belgique, c'est la vaccination contre la polio. Mais il y a d'autres vaccins qui peuvent être obligatoires pour entrer à l'école, peut-être contre le ROR, contre rougeole
au rayon rubéole, par exemple. Donc, effectivement, ce qui est très intéressant, enfin, c'est de voir, Lucie, comme vous l'avez dit, c'est que en Italie, ils sont en train de remettre en cause la loi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous imaginez que vous avez un gouvernement qui arrive au pouvoir, qui vous impose, pour des raisons de santé publique, 11 vaccinations ou 12 vaccinations, comme c'est en Italie. Arrive un nouveau gouvernement qui veut le bien de son peuple et lequel vous dit, bah non, la loi du précédent, elle n'est pas bonne, donc je vais supprimer ou réduire cette loi. Alors, j'ai vu les propos de la ministre de la Santé italienne, qui est une jeune femme médecin, et qui a dit, écoutez, c'est pas le plus urgent, ce que je comprends pour l'instant, mais qui a clairement exprimé que elle n'allait pas laisser faire les choses. Donc, je ne sais pas comment ça va tourner en Italie. Mais imaginez qu'en France, bon, moi, je ne souhaite pas qu'on change de gouvernement demain matin. Bon, ben, vous pourriez avoir peut-être un gouvernement qui dirait, non, mais alors le précédent, non, on n'est pas d'accord pour telle et telle raison. Mais l'actuel, il n'y a pas besoin de changer de gouvernement. On a besoin d'avoir un gouvernement qui écoute et qui regarde de près les données scientifiques. On a besoin d'un conseil de l'ordre des médecins qui regarde de près ce que des gens sérieux disent. Voilà. Alors, on me dit, vous n'êtes pas vaccinologue. Mais je suis désolé, des vaccinologues, ça n'existe pas. Il y a une prof de vaccinologie qui est à Genève, mais je la connais. La chaire de vaccinologie à Genève a été payée par les laboratoires pharmaceutiques. Vous comprenez? Bon, il n'y a pas besoin d'être vaccinologue pour comprendre ce que sont les vaccins, comment ça marche, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, etc. Si vous allez sur Doctissimo, Lucie, vous prenez n'importe quel vaccin qui vous est prescrit. Vous allez sur Doctissimo, vous voyez le nom du vaccin, vous voyez le prix du vaccin, vous voyez le laboratoire fabricant, et puis vous avez composition. Et quand vous regardez composition, si vous avez un regard rapide, eh ben vous dites, tiens, mais il n'y a pas d'aluminium dans celui-là. Et puis si vous ajoutez plus d'informations, vous cliquez sur plus d'informations et vous voyez qu'il y a l'aluminium. On cache même l'aluminium dans la donnée scientifique de Doctissimo. Vous voyez, ça c'est extrêmement malsain. Mais si les laboratoires croient que le peuple va se faire manipuler, ben non. Le peuple, il est de plus en plus intelligent, il est de plus en plus scientifique, il pose de plus en plus de bonnes questions. Alors, on m'a fait passer une question, je crois que c'est Lucie qui a dit ça. Quels sont les médecins? Moi, je suis pas capable de vous répondre. J'ai pas une liste des médecins en France, qui ceci, qui cela, les uns qui sont de mon avis, les autres qui sont contre moi. Je pense que n'hésitez pas à tirer sur papier, tout simplement, la dernière lettre que nous avons envoyée au président de la République. Vous l'avez sur papier. Bon, si vous considérez que c'est un petit peu scientifique, votre médecin, il est capable de le lire, il est capable de le comprendre. Et si ce médecin le prend pour dire, eh ben, c'est le professeur Joyeux, c'est le professeur Courtillan, ça va à la poubelle parce que j'ai pas confiance, ben, moi, je vous dis qu'une chose, hein, ça, c'est un médecin qui veut pas regarder les choses en face. Vous allez changer de médecin et je vous comprendrai. C'est aussi simple que ça. D'accord, très bien, merci. Alors, au niveau, il y a aussi la question, on dit il y a donc maintenant 11 vaccins obligatoires. Est-ce que cela signifie que d'ici quelques mois, nous n'aurons plus qu'un vaccin qui contient les 11 vaccins, ou est-ce que nous aurons encore le choix de faire des vaccins hexavalents, ou ceux-là vont-ils disparaître? Est-ce que aussi il y a une différence entre la dose d'aluminium sur le vaccin hexavalent et sur celui qui en contient 11? Oui, alors d'abord, il n'y a pas une injection avec 11 vaccins. Ça, évidemment, ça n'a pas été dit, mais il faut être extrêmement clair. Vous avez une première piqûre avec l'hexavalent, vous en avez une autre avec ROR, vous en avez une autre pour la méningite, vous en avez une autre pour le pneumocoque. Donc, au point de vue du nombre de piqûres, hein, ça fait hexavalent, ROR, et encore deux autres, ça en fait 5. Donc, il n'y a pas une seule piqûre avec tous les vaccins. Je sais que j'ai des collègues qui ont pu écrire qu'un jour, on va avoir une seule piqûre pour vous vacciner contre le cancer, contre la grippe, contre les 11 vaccinations, contre les 11 maladies dont nous avons parlé, et puis tout le reste. Ça, pour l'instant, c'est un délire scientifique. On a le droit de délirer scientifiquement, ou même de réfléchir scientifiquement à un seul vaccin, mais qui permettrait de lutter contre toutes ces maladies, mais nous n'en sommes pas là.
On n'en est pas là. Donc ça, c'est strictement impossible dans l'état actuel. Ça, c'est sûr. Alors, dans la question, Lucie, que vous avez posée, il me semble qu'il y avait un autre élément que j'ai oublié. Si vous voulez bien me le répéter. Oui, alors ce que nous disions, c'est est-ce qu'on non, je pense que vous avez répondu parce que on se disait est-ce que donc les questions qu'on avait, c'est est-ce qu'il y aura effectivement une seule injection avec les 11 vaccins? Est-ce que dans ce cas, est-ce qu'on ne trouvera plus les autres? Voilà, donc ça, je pense que vous avez répondu. Ah, je vais ajouter un élément, Lucie, parce que récemment, une famille m'a écrit en me disant, voilà, mon petit, nous avons compris, nous avons refusé qu'il reçoive la vaccination contre l'hépatite B. Bon, donc nous lui avons fait un pentavalent, ça veut dire 5, hein, c'est-à-dire diphtérie, tétanos, polio, plus l'hémophilus influenzae B, plus la coqueluche sans l'hépatite B. Bon, je suis allé voir de très près, j'ai fait les calculs concernant l'aluminium, c'est exactement la même dose d'aluminium que dans l'hexavalent. Donc, vous voyez, vous n'apportez pas plus d'aluminium, mais vous n'en apportez pas moins. C'est pas parce qu'il est pentavalent par rapport à l'hexavalent. Donc, et puis la loi vous impose la vaccination contre l'hépatite B. Franchement, c'est une aberration. Figurez-vous que j'ai un collègue, j'espère qu'il m'écoute, mais je trouve qu'il n'a pas été très droit. Parce que ce collègue, il a écrit sur Internet d'une manière, je dirais, cachée, avec des pseudonymes. Vous savez ce qu'il est allé dire? Il est allé dire qu'il fallait que les enfants soient vaccinés contre l'hépatite B, écoutez-moi bien, parce qu'ils se mordent à la crèche. Parce qu'ils se mordent à la crèche. Alors qu'un enfant qui serait porteur du virus de l'hépatite B, mordant avec ses dents un autre petit qu'il va faire saigner au niveau du bras, comment peut-il... Attendez, ça c'est n'importe quoi. C'est essayer de tromper les familles, mais les familles sont intelligentes. Les papas et les mamans sont intelligents. Arrêtons de nous faire croire que nous sommes, les familles d'une manière générale, des ignorants et que la science tombe directement du médecin ou du laboratoire pharmaceutique. Ça, c'est terminé. Cette période-là est terminée. Il faudra que les autorités en tiennent compte. D'accord. Donc là, nous avons ensuite pas mal de questions au niveau des rappels des vaccins. Est-ce qu'on est obligé de faire les rappels? Est-ce que les rappels contiennent aussi de l'aluminium? Bien sûr. Voilà. Que faut-il faire? Alors, les rappels contiennent de l'aluminium. Donc, même chose, pas question de faire un rappel avec l'aluminium. Donc, un jour, il faudra qu'il y ait des rappels sans aluminium. Première chose. Deuxième chose, est-ce que le rappel est toujours nécessaire? Je vais vous donner un exemple très concret. Concernant la vaccination contre les papillomavirus des jeunes filles de 17, 18 ans, etc., au départ, c'était 3 vaccins. C'est-à-dire, il y avait le premier et puis ensuite 2 rappels. Bon. Ensuite, on s'est rendu compte qu'avec un seul rappel, enfin, un deuxième, donc un seul rappel, ça suffisait. Et puis, il y a eu des publications qui ont dit, peut-être que c'est même pas la peine de faire un rappel. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est parfaitement capable de rechercher dans une gouttelette de sang d'un enfant la quantité d'anticorps que son corps a fabriqué contre telle ou telle maladie. Vous voyez? Je vais prendre un exemple très concret. Si je prends ROR, on me dit, bon, il y a par exemple un rappel à faire pour cet enfant. Est-ce qu'il en a besoin? Bon, on peut le dire, oui, parce qu'il a passé tant de temps, etc. Mais on peut vérifier par une simple prise de sang. On regarde les anticorps et cet enfant, il a une bonne dose d'anticorps. Conclusion, il n'a pas besoin d'un rappel. Vous voyez, le problème, c'est que ce contrôle des anticorps dans la circulation sanguine de l'enfant n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Donc, ça veut dire que c'est à la charge des parents. Bon, et les parents, je sais que les parents, ils sont suffisamment soucieux de la santé de leurs enfants pour dire, bon, écoutez, faites donc ce petit test, je le paierai. Et si vraiment cet enfant n'a presque plus d'anticorps, pas de problème pour le faire. Mais là encore, un rappel qui contient de l'aluminium, la réponse est non. D'accord, donc il faut d'abord faire contrôler le taux d'anticorps pour que le rappel, la nécessité du rappel soit vraiment utile. Mais Lucie, si jamais il a de l'aluminium, la réponse est non. Ça veut dire que quand le médecin prescrit sur son ordonnance et que cette ordonnance arrive chez le pharmacien, bon, le médecin quand il prescrit, il donne le nom du vaccin, d'accord? Bon,
Vous arrivez chez le pharmacien. Lequel pharmacien, il va dans son frigo, il va vous sortir le vaccin qui est dans une enveloppe, etc. Vous devez regarder le dos de cette enveloppe. Vous devez dire au pharmacien, est-ce qu'il y a de l'aluminium dedans? Bah, s'il est compétent, il vous répond, bah, attendez, oui, il y a tant, ou bien je sais pas, je regarde. Et s'il y en a, ben vous l'achetez pas, tout simplement. Et vous dites à votre pharmacien, madame la pharmacienne, monsieur le pharmacien, le jour où vous aurez la même chose sans aluminium, vous m'appelez, tenez, je vous donne 10 €, et puis vous m'appelez, mettez-moi sur la liste, etc. Il faut que les pharmaciens soient aussi des gens responsables qui demandent, réclament à corps et à cri, je dirais bien à corps et à cri, qu'ils demandent aux laboratoires pharmaceutiques de faire leur boulot et que les laboratoires sont pas là pour exploiter les enfants et les familles. Oui. Alors, un point pour les personnes qui visiblement nous ont rejoints en cours de route. Il y aura un replay. Les questions qui reviennent souvent, notamment au sujet de peut-on faire vacciner son enfant à l'étranger? La réponse est oui et non, dans le sens où vous aurez les mêmes vaccins à l'étranger. Vous pouvez le faire, mais vous aurez exactement les mêmes. Sur la question de la légitimité du professeur pour discuter de ces sujets-là, c'est pareil, nous avons déjà répondu dans une première partie et il explique notamment qu'il a réuni autour de lui une équipe scientifique extrêmement compétente. Voilà, donc ce sont des questions que… cancérologue, il est obligé de connaître l'immunologie et je dirais de la connaître sur le bout des doigts. Et c'est pour cette raison que j'ai fait un important travail qui m'a pris beaucoup de temps sur les vaccins. Et vous comprenez que quand vous publiez un livre sur les vaccins dont je dis clairement que je ne prends pas les droits d'auteur, pour être bien clair, eh bien, je peux vous dire que vous êtes obligé de travailler. Pourquoi? Parce que les collègues qui sont pas d'accord avec vous, ils regardent ça à la loupe. Eh bien, pour l'instant, c'est sorti en 2015, autant qu'ils m'en souviennent, vers septembre 2015. Nous sommes en 2018. Je n'ai jamais vu pour l'instant un collègue me dire à la page tant de ce livre, où vous avez écrit quelque chose qui est faux, parce qu'il y a les références scientifiques, il y a tout. Et je dois reconnaître que vous savez, c'est complexe, hein. C'est une forêt vierge. C'est une forêt vierge. Et je reviens sur cette phrase du Premier ministre qui m'a beaucoup choqué. Je le connais par ailleurs pour avoir rencontré quand il était maire du Havre. Et je pense que c'est un bon Premier ministre. J'ai pas de souci là-dessus. Mais il faut pas qu'il s'aventure avec des phrases comme au pays de Pasteur en donnant des leçons à tout le monde. Ben, c'est des phrases qu'il a répétées comme un perroquet venant soit de la ministre, soit des experts. Et là, il faut qu'il fasse très attention à ce qu'il dit parce que c'est totalement faux. Ce n'est pas juste. Même si j'admire beaucoup Pasteur et tout ce que Pasteur a apporté à notre société. Je vais vous donner un exemple, Lucie, qui est extrêmement intéressant. Figurez-vous que tout récemment, beaucoup de personnes ont entendu parler d'une maladie qui s'appelle la dengue. Et cette dengue, eh bien, elle peut se voir dans les DOM-TOM, les départements d'outre-mer, et elle est très classique et fréquente dans un pays lointain qui s'appelle les Philippines. Bien. Eh bien, il y a un laboratoire international qui a décidé de convaincre les autorités de ce pays à vacciner 700 000 enfants contre la dengue. Bon. Il y avait donc un vaccin destiné à éviter la dengue. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez des enfants qui n'avaient jamais eu la dengue, qui l'ont attrapée, dont certains ont fait des dengues extrêmement graves, y compris avec décès, et il y a eu des vérifications que le vaccin était bien en cause. Donc, vous voyez que il faut faire attention et de ne pas considérer que le mot vaccin est strictement synonyme de vie ou strictement synonyme de j'empêche la maladie. Vous avez des vaccins contre la polio qui ne sont pas très efficaces et dont certains, chez des enfants immunodéprimés, en Afrique en particulier, ont créé la polio. Vous voyez, donc il faut savoir tout cela. Je comprends que le grand public n'ait pas la possibilité de savoir tout cela, mais c'est aux autorités à le dire. C'est pas aux autorités à exploiter l'ignorance. L'ignorance, ça peut se transformer en savoir. Voilà. Eh bien, ça, c'est mon rôle avec mes collègues de transmettre auprès des familles ce qui est vrai sur le plan scientifique et utile pour la santé des enfants.
D'accord. Nous avons beaucoup de questions aujourd'hui sur les risques si on ne vaccine pas l'enfant. Voilà, peut-être que avec l'association Famille Santé Prévention, nous Oui, préparerons peut-être un communiqué avec un avocat sur le sujet pour oui, savoir effectivement quels sont exactement les risques et qu'est-ce qu'on peut répondre d'un point de vue juridique. Il me semble, professeur, que vous travaillez avec un avocat sur ce sujet qui a déposé un exactement. recours, n'est-ce pas? Exactement. Et ce travail est un travail qui est très important, qui permettra d'éclairer les familles, mais en même temps, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle une action de groupe. Cette action de groupe a été lancée par, je donne son nom, Maître Jacqueline Bergel, Bergel, avocate au barreau de Paris, et qui a lancé une action de groupe dans laquelle personnellement je suis présent. Je crois que nous sommes un peu plus de 3000 et cette action est partie au Conseil d'État. Et au Conseil d'État, il y a eu une première action que nous avons gagnée. Nous l'avons gagnée, c'était à propos du DTP avant que la loi des 11 vaccins ne soit votée. Et le Conseil d'État avait donné ordre à la ministre, à l'époque, c'était Madame Marisol Touraine, que je salue au passage si jamais elle nous écoute, parce que au fond, Marisol Touraine, avant d'être ministre, elle avait elle-même écrit une lettre le 12 avril 2012, alors qu'au mois de mai, elle devenait ministre, et dans laquelle elle disait qu'il y avait un gros problème avec l'aluminium et qu'il fallait laisser une certaine liberté aux familles et aux médecins concernant la vaccination. Ensuite, quand elle est devenue ministre, elle a complètement changé d'avis et puis elle a passé le relais à celle qui lui a succédé parce que les pressions pharmaceutiques sont d'une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Donc oui, Maître Bergel a lancé cette action au niveau du Conseil d'État. Le Conseil d'État a clos le sujet, c'est-à-dire a reçu tous les documents pour pouvoir véritablement réfléchir et donner son point de vue. Et ce qui est demandé au Conseil d'État, avec toutes les preuves, c'est que l'aluminium soit supprimé des vaccins. Et je ne serais pas étonné qu'il aille dans ce sens. Je suis pas là pour essayer de l'influencer. Je suis là pour dire à tous ces juges du Conseil d'État, regardez de près le dossier, regardez de très très près le dossier, parce que vous avez des preuves scientifiques de très haut niveau. Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, nous avons, en tant que parents, le droit légalement de ne pas vacciner notre enfant jusqu'à ce qu'il ait 18 mois, c'est ça? Oui, alors là, c'est un peu ambigu, si vous voulez, parce que effectivement, même 2 ans, vous pouvez dire 2 ans. Effectivement, la loi vous dit il faut qu'avant 2 ans, il soit vacciné. Bon, ça c'est la loi des 11 vaccins. Et puis ensuite, elle vous dit oui, mais le calendrier vaccinal, il faut le suivre. Et puis vous mettez votre enfant à la crèche au 4e, 6e, au 8e mois. Et puis on vous réclame la vaccination alors que vous êtes bien avant les 2 ans. Donc il y a une énorme ambiguïté. Moi, je crois que ce qu'il faut, c'est que le calendrier vaccinal va devoir être modifié d'une part, et que d'autre part, l'aluminium va devoir être changé. Moi, je veux bien, c'est pas gênant qu'il y ait un stimulant d'immunité, qu'on mette du phosphate de calcium, qui a fait ses preuves. Alors là aussi, vous savez, les laboratoires, ils sont malins. Ils vous disent, oui, mais le phosphate de calcium, il stimule beaucoup moins l'immunité que l'aluminium. Attendez, montrez-moi les preuves. Montrez-moi les travaux scientifiques qui démontrent, moi, nous les avons cherchés, mes collègues, ils n'existent pas. Il n'est pas vrai que l'aluminium booste davantage ou stimule davantage le système immunitaire que le phosphate de calcium. Bon, d'autre part, il y a eu une lettre qui a été très intéressante, c'était sous forme d'un communiqué, qui était donné à l'époque par la ministre Marisol Touraine, qui avait dit ceci, pour justifier le passage du trivalent à l'hexavalent. Elle avait dit, mais dans l'hexavalent, vous avez le trivalent. Donc vous plaignez pas, vous avez plus encore puisque vous évitez 3 autres maladies. Et alors, quand on lui demandait mais pourquoi on a arrêté le trivalent? Parce qu'il a existé sans aluminium. Ben oui, il a existé sans aluminium. Pourquoi on a ajouté l'aluminium? Alors elle a répondu, ben, il y a eu une petite étude qui a montré que il y avait sans l'aluminium une allergie à ce DTP sans aluminium. Attendez, une petite étude, ça veut dire quoi?
sur le plan scientifique, une petite étude, ça n'a aucune valeur. Ou alors, c'est une étude, elle n'est pas petite, c'est une étude scientifique, auquel cas, il faut la fournir. Nous ne sommes pas idiots, nous sommes capables de la lire, que ce soit en anglais ou même en chinois, nous la traduirons, c'est pas un problème. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Non, ça, c'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage, et donc, il ne faut pas du tout se laisser faire sur ce sujet-là. D'accord. Alors une question qui arrive assez souvent, je vois notamment Mireille qui pose cette question. Oui. Quels sont les effets de l'aluminium? Alors, très bonne question. Vous avez un Français qui a fait une démonstration extraordinaire qui s'appelle le professeur Romain Gherardi, qui est à Paris, dans la région parisienne, à Créteil, qui a un laboratoire extrêmement compétent de neurologie et de pathologie neuromusculaire, et c'est lui qui a démontré que l'aluminium était en cause dans ce qu'on a appelé, c'est un nom un peu compliqué, mais je vais le donner, la myofasciite à macrophage. Myofasciite à macrophage. Alors, je vous traduis. Myo, ça veut dire muscle, musculaire. Fasciite, ça veut dire fascia, si vous voulez, c'est-à-dire enveloppe du muscle. Alors, myofasciite à macrophage, ce sont des globules blancs. Et ces macrophages, ils ont un rôle, ce sont des globules blancs qui vont avoir pour fonction d'aller capter tel ou tel produit pour nous protéger. Les globules blancs servent à notre immunité. Seulement, le problème, c'est que cette myofasciite à macrophage est une maladie à la fois locale, c'est-à-dire quand vous avez la piqûre au niveau de l'épaule ou au niveau de la cuisse du bébé, eh bien, vous avez une rougeur qui apparaît avec une partie de l'aluminium qui va rester sur place. On considère à peu près 50% reste sur place dans un premier temps, et puis 50% part dans le corps. Et il part qui vers le muscle, qui vers l'os, qui vers le foie, vers l'intestin, vers le système immunitaire, qui vers le cerveau. Bon. Et il y a des maladies auto-immunes dont des maladies assez précises qui ont été décrites dans cette myofasciite à macrophage, qui n'est pas donc une maladie simplement locale, qui est une maladie qui peut on peut pas dire se généraliser, mais qui peut créer une maladie auto-immune, c'est-à-dire liée à l'immunité, qui va créer une pathologie à tel ou tel endroit du corps. Vous voyez? Et le professeur Romain Gherardi, et je conseille beaucoup son livre qui est absolument lumineux, il a écrit un livre d'ailleurs publié chez la ministre de la Culture, qui s'appelle Madame, je sais plus son nom, de Actes Sud, et ce livre est excellent, il s'appelle Toxic Story. Toxic Story, en anglais, ça veut dire une histoire toxique. Et à propos de l'aluminium. C'est un livre qui est très intéressant, d'abord qui est bien écrit, qui donne toutes les références scientifiques. Aucune attaque contre ce livre, aucune attaque précise contre ce livre. Ce livre, il est absolument lumineux et il parle justement de l'aluminium. Et il raconte comment, si vous voulez, dans son trajet scientifique, eh bien, on lui a demandé à plusieurs reprises de se taire, de ne pas faire savoir que l'aluminium était dangereux dans les vaccins. Je résume. Mais, voyez, le professeur Romain Gherardi est un homme qui est un scientifique de très haut niveau dans son domaine. Nous nous connaissons bien, nous nous sommes rencontrés plusieurs fois. Il n'y a absolument aucun problème entre nous. Et je dirais même que lorsque je lui ai appris les calculs qui étaient réalisés par mon collègue, le professeur Fourtillon, qui est toxicologue, professeur de chimie thérapeutique, hyper compétent dans la cinétique toxicologique, quand je lui ai appris les doses d'aluminium qui étaient 4 à 5 fois supérieures avec la première dose du vaccin, il m'a dit mais Henri, c'est beaucoup plus que ça encore, c'est beaucoup plus que ça encore. Et si vous allez regarder au niveau européen, vous avez une structure, une institution qui s'appelle l'EFSA. Ça s'écrit E-F-S-A. En 2 mots, c'est une institution européenne de sécurité des médicaments et des aliments. Eh bien, elle vous dit que la dose maximale qu'il ne faut pas dépasser au niveau toxique pour l'aluminium par voie orale, c'est 1 milligramme par kilogramme de poids et par semaine. Vous entendez? Par semaine. C'est même plus par jour. Donc, la FDA, elle a dit par jour,
L'OMS a dit par jour. Nous, avec mon collègue, nous sommes restés sur par jour. Mais si on faisait la considération au niveau européen, ben ça serait encore 7 fois plus toxique. Donc, c'est pas possible que le président de la République laisse poursuivre. Il est le protecteur de la nation, y compris au niveau de la santé. C'est lui qui nomme les ministres. C'est lui qui est responsable sur ce sujet-là. Et nous avons demandé un rendez-vous au président de la République, y compris avec le professeur Luc Montagnier, puisque nous demandons que dans la prochaine constitution française qui va être modifiée comme le souhaite le président de la République, que soit intégré à la constitution un élément très important, à savoir le principe de précaution en matière médicale et de santé. Vous voyez, on l'a lancé il y a une quinzaine de jours. Il est signé par à peu près 135 000 personnes. Ça va monter encore. Et dès que nous sommes à 150 000, nous demandons avec le professeur Montagnier un rendez-vous au président de la République parce que s'il y a ce principe de précaution dans la Constitution, comme le président Chirac avait fait rentrer le principe de précaution en 2005 sur l'environnement. On sait très bien les nappes phréatiques et les prairies et les animaux, mais les nappes phréatiques, c'est l'eau que nous buvons, les animaux, c'est en partie ce que nous consommons, etc., etc. Donc, il me paraît extrêmement important que ce principe de précaution rentre dans la Constitution et nous espérons bien que le président comprendra la justesse de cette demande, qui est une demande de protection de toute la population. Alors, Charlène pose la question suivante. Concrètement, un bébé qui ne sera pas gardé en collectivité jusqu'à l'école, c'est-à-dire 3 ans, oui, peut-on repousser le calendrier vaccinal sans que le docteur refuse? Alors, moi, j'aurais tendance à lui répondre oui, qu'elle a tout simplement elle peut tout simplement ne pas l'emmener au médecin ou ne pas en discuter avec le médecin oui, de cette question oui, et que du coup elle ne sera pas inquiétée, et ça rejoint les questions qu'on nous pose depuis le début. Donc, comment faire si l'enfant doit être scolarisé, enfin en tout cas envoyé en crèche. Donc nous y avons déjà répondu aussi bien que nous le pouvons, c'est-à-dire enfin, vous pourrez le voir dans le replay. Il y aurait peut-être une solution assez pratique à conseiller aux parents. Ce serait, je pense, je parle en tant que maman, d'emmener l'enfant plutôt pour ceux qui n'ont pas la chance, bien sûr, d'être gardés directement par les parents, peut-être de l'emmener directement plutôt vers des nounous qui, elles, oui, seront moins regardantes et qui, en tout cas, n'iront pas intenter d'action en justice sur. Lucie, je suis tout à fait d'accord, hein. Je suis à 100% d'accord avec votre réponse. J'ajouterai une chose qui est importante. C'est que, imaginons que dans le département ou dans la région alsacienne ou Languedoc-Roussillon où je suis, il y ait une épidémie de méningite, ou qu'il y ait une épidémie de méningite à l'Haemophilus influenzae B, ou une épidémie de pneumocoque, etc., ou que cet enfant aille à l'hôpital parce qu'il doit être opéré, etc., après un accident de la circulation. Là, il peut se faire, par exemple, que l'enfant ait besoin de tel ou tel vaccin. Vous voyez, je vous donne un exemple très concret. Lorsque nous, en tant que chirurgiens, nous opérons un patient et que lors de l'intervention chirurgicale, pour des raisons de sauver la vie, nous sommes obligés d'intervenir au niveau de la rate, qui est un élément très important, la rate du système immunitaire. Et si nous sommes obligés de l'enlever parce qu'il s'agit de sauver la vie, parce qu'il y a une hémorragie, etc., eh bien, le patient doit être immédiatement vacciné contre le pneumocoque. Je dirais à la fin de l'intervention chirurgicale, il n'est même pas réveillé qu'on le vaccine tout de suite. Vous voyez, ça fait partie des traitements. Vous voyez, donc ça veut bien dire que, et ça je voudrais insister parce qu'il y a certainement des médecins qui nous écoutent. C'est le médecin qui doit savoir. Mais le problème, je vais vous dire le problème, c'est que l'éducation vaccinale des médecins est notoirement insuffisante. Notoirement insuffisante. J'ai interrogé récemment des jeunes médecins installés depuis peu de temps. Je leur ai demandé le nombre d'heures de cours qu'ils avaient eu sur la vaccination. Mais ils m'ont dit, mais 3 fois rien. Par contre,
Il y a des enseignements post-universitaires, mais qui c'est qui les organise? Qui c'est qui paye l'enseignement post-universitaire? C'est pas l'université. Ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui sont là pour vous convaincre que la loi est comme ça et que la loi est bonne et que ceci et que cela et que avec l'aluminium, ça ne risque rien. Donc, il y a un véritable problème, je dirais, de compétence au niveau des médecins. Je ne les accuse pas. Je comprends qu'un médecin, il ait peur parce que la loi lui dit il faut faire ça, sinon le Conseil de l'ordre va vous tomber dessus, et je suis bien placé pour savoir ça, mais ce n'est pas une raison pour rester ignorant. Attention, je dis à mes collègues, le grand public en sait de plus en plus, il se renseigne, il a des documents, et ces documents, eh bien, il faut les regarder. Moi, quand le grand public vient me voir en consultation, parfois, il m'apporte des éléments qu'il a trouvés sur Internet. Je lui dis, écoutez, ça, je connais, ça sert à rien, c'est les gourous qui racontent des salades, ne les écoutez pas. Par contre, ce document que m'a mis, celui-là, vous pouvez lui faire confiance. Vous voyez, il y a un problème de discernement. Et ce discernement, évidemment, c'est d'abord, en premier, le rôle du médecin d'aider la famille à discerner. Oui, alors je vois beaucoup de messages qui ont réagi au sujet de la suggestion que j'ai faite au niveau des nounous. Il semble que les taux se resserrent puisque même les nounous reçoivent une pression de la PMI qui leur dit qu'elles sont obligées de contrôler le carnet de vaccination des enfants sous peine d'avoir des sanctions et même de se voir retirer leur certification. Donc les taux se resserrent. Voilà. Alors j'ai une réponse, Lucie, là-dessus. Parce que j'ai vu récemment une directrice de PMI, alors je ne saurais pas vous dire, mais dans mon esprit, je ne sais pas, je la localiserai en Bretagne par là-bas, mais je ne saurais pas vous dire son nom et la ville, qui elle est directrice de PMI, elle est totalement de notre avis, et donc elle est, je dirais, elle travaille avec des médecins de PMI qui sont des médecins ouverts sur le sujet, ouverts en ce sens qu'ils ne disent pas appliquons la loi les yeux fermés. Oui. Donc, s'il y en a une qui est capable de résister, ça veut dire que d'autres sont capables de résister. Voilà. Donc, vous avez raison également, Lucie, de dire que les taux se resserrent. Mais les taux se resserrent, mais depuis que le président de la République, voyez, nous sommes mercredi, et le président de la République a reçu sur son bureau, et nous avons reçu l'accusé de réception, donc il a reçu la lettre, je pense que ça ne va pas durer très longtemps et que des informations vont être données, j'espère, dans la grande presse. Et si la grande presse ne les donne pas, croyez-moi, ça passera par les réseaux sociaux et ce ne seront pas des fake news. Par contre, il y a des fake news, je vous le dis très clairement, dans la grande presse. Oui, alors on a beaucoup de questions en fait qui se rapportent au rapport bénéfice-risque, le fameux rapport que les médecins nous rappellent souvent en disant voilà, il y a plus de risques, il y a plus de bénéfices que de risques à vacciner pour ceux qui reconnaissent qu'il y a des risques à vacciner. Oui, c'est ça. Donc voilà. Oui, alors ils considèrent que s'il y a un enfant qui a une mort subite du nourrisson, ou qu'un enfant ou 3 enfants font une sclérose en plaques. Je vous rappelle que vous avez aujourd'hui des scléroses en plaques à l'âge de 6 ans et de 10 ans, hein, et que vous ne fabriquez pas une sclérose en plaques du jour au lendemain. Vous voyez, je vous rappelle que on a observé chez des enfants morts d'autisme, malheureusement, précocement, qu'il y avait, c'est le professeur Exley qui l'a démontré, des quantités d'aluminium anormales dans le cerveau de ces enfants. Bon, vous savez, il faut faire très attention à cela. L'histoire bénéfice-risque, ça c'est un argument des laboratoires pharmaceutiques. C'est-à-dire qu'ils vous disent, si vous voulez une maladie pour 100 millions que nous évitons, mais c'est pas ça. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est un discernement, je le répète, des médecins. Je suis médecin et en tant que médecin, je dois savoir que ce bébé qui vient me voir avec sa maman dans les bras, avec son papa, je dois interroger la famille sur l'état de santé, sur la salubrité, sur l'hygiène, etc. et sur les problèmes d'allergie. Et à partir de là, je peux dire, ben oui, ce petit, vous allez partir. Ça m'est arrivé récemment, une famille qui partait au Venezuela ou qui partait au Brésil pour des raisons professionnelles. Je leur ai dit, ben oui, il faut faire vacciner le petit, mais faites le ROR. Ne faites pas tant que vous avez l'aluminium, parce que je vous dis, je vous annonce que l'aluminium, il va disparaître des vaccins. Donc, si vous voulez, une des conclusions de ce webinaire doit être parents, patientez, faites-nous confiance. Nous savons ce que nous risquons. Nous le savons parfaitement.
mais ça fait rien. Ce qui est le plus important, c'est la santé de vos enfants. Nous avons un moyen pour aider l'enfant à chélater, c'est-à-dire à attraper cet aluminium et à l'éliminer. Mais nous ne savons pas la quantité précise que nous allons pouvoir lui permettre d'éliminer. Nous ne le savons pas pour l'instant. Il y aura probablement des publications, des travaux qui sont se faire. Mais ce que nous pouvons dire avec certitude, avec sérieux et avec science, c'est n'accepter aucun vaccin pour vos petits qui contient de l'aluminium. Merci professeur. Nous rappelons que nous rappelons plusieurs choses. Premièrement, ce webinaire sera disponible en replay. Deuxièmement, pour tous ceux qui ont des questions de santé personnelle, peut-être Henri, pouvez-vous donner un mot sur votre association, tout en précisant évidemment que vous êtes entièrement bénévole et donc que tous les coûts en fait tous les coûts de développement web pour faire passer votre message sur le web, même l'organisation de ce webinaire qui finalement avec autant de participants voilà ne sont pas gratuits, eh bien l'association permet de couvrir ce genre de frais. Tout à fait. Alors, il faut savoir que nous allons d'abord faire 10 webinaires à partir de septembre. Il y aura probablement un webinaire par mois. Nous avons commencé à réfléchir au sujet. D'ailleurs, nous interrogerons les familles ou les personnes intéressées pour savoir quel sujet ils veulent que nous traitions, première chose. Mais pour s'abonner aux 10 webinaires qui viendront, on va demander aux gens, pour les 10 webinaires, je précise bien, 25 €, ce qui correspondra à 2,5 € le webinaire. Nous en avons besoin pour construire tout cela. Deuxièmement, ceux qui auront participé en payant cette cotisation, ils deviendront des membres correspondants de l'association Famille Santé Prévention. Eh bien, ceux-là auront la possibilité de poser des questions personnelles qui nous seront envoyées et ils auront droit à des réponses personnelles. Donc ça, c'est très important à comprendre. Nous ne pouvons pas répondre à tout le monde gratuitement pour la bonne raison que ça a un coût. Il y a un coût d'envoi de mail, il y a un coût de vidéo, comme vous venez de le dire très bien, Lucie, et vous verrez d'ailleurs que le nouveau site de Famille Santé Prévention qui vient d'ouvrir, c'est ouvert la semaine dernière, il est encore en train d'être, je dirais, peaufiné pour que nous mettions le maximum d'informations au service des familles, de toutes les familles. Nous savons qu'il y en a qui sont au Canada, il y en a qui sont au Koweït, il y en a qui sont en Asie, il y en a qui sont à l'autre bout du monde. Ma lettre part actuellement et elle sera envoyée toujours gratuitement toutes les semaines. Nous avons 500 000 abonnés qui reçoivent cette lettre toutes les semaines. Ça monte régulièrement, c'est gratuit. Mais je répète que pour le webinaire, d'une part les 10 webinaires et d'autre part pour avoir des réponses personnelles et confidentielles aux questions, les autres personnes ne peuvent pas voir ni les questions ni les réponses, eh bien, on demande 25 € par année, je dis bien par année, c'est pas par question. À l'heure actuelle, nous avons à peu près 3000 personnes qui payent donc les 25 € par année et en moyenne, une personne qui pose des questions en pose ensuite 3 ou 4 autres, vous voyez. Donc, ce sont des conseils de santé, ce ne sont pas des consultations médicales, soyons bien clairs. Nous ne prescrivons pas, nous ne faisons pas d'ordonnance, nous guidons, nous conseillons, nous aidons à voir tel ou tel spécialiste et nous avons des retours qui sont extrêmement intéressants parce que les familles, ils voient plus clair dans un certain nombre de pathologies où parfois, il faut leur dire, oui, faites le traitement ou au contraire, patientez ou attention aux abus thérapeutiques. Voilà, n'oublions pas également que un certain nombre de questions posées pendant le webinaire ont leur réponse soit dans le livre de Henri Joyeux, Vaccin, comment s'y retrouver, soit dans un certain nombre de ses lettres qui sont toutes sur son site, notamment au sujet de la liste des vaccins qui ne contiennent pas d'aluminium. Ça, c'est elle est publiée sur une de ses lettres sur son site. Nous avons bien noté deux questions qui reviennent souvent. Une question sur comment se
désintoxiquer donc de l'aluminium. Nous avons apporté des éléments de réponse avec le silicium. J'ai bien vu que beaucoup de personnes redemandaient des indications de dose en fonction de l'âge de l'enfant. Donc 1 millilitre par année, n'est-ce pas? 1 millilitre par année. 1 voilà. an, 1 millilitre. 2 ans, 2 millilitres. 3 ans, 3 millilitres, etc. Voilà, donc ça, nous ferons certainement une petite communication avec la lettre du professeur Joyeux à ce sujet, bien que, il faut le rappeler, la recherche ne soit pas encore complètement aboutie sur ce sujet. Et enfin, nous verrons également peut-être on peut pas s'engager, mais en tout cas, on va essayer de regarder comment voir sur le sujet juridique les recours juridiques et sur ces sujets des vaccins au niveau des obligations. Nous essayerons de voir si nous pouvons faire travailler ou demander des conseils à des avocats spécialistes. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je remercie également, vraiment, c'est les personnes qui étaient là. Donc, je vous remercie tous pour votre grande bienveillance. Henri, vous avez reçu beaucoup d'encouragement. Je n'ai eu aucun commentaire négatif ni agressif. Donc, c'est assez rare pour être signalé. Donc, merci beaucoup à tous. Merci pour votre soutien. Et nous vous disons donc à très bientôt pour d'autres webinaires. Merci beaucoup, Lucie, et merci à tous et à très bientôt. Et je vous souhaite à tous une bonne santé pour vos enfants, pour tout le monde et de belles vacances. Au revoir.